Chaque fois que tu prends des antibiotiques, il se passe quelque chose dans ton corps qui est documenté dans des études scientifiques publiées, quelque chose que les médecins connaissent ou devraient connaître, et pourtant personne ne t'explique. Ni quand on te donne l'ordonnance, ni quand on te les vend, ni non plus lors du suivi après. Et c'est quelque chose qui a des effets graves et qui met des mois à se rétablir. Et ça, quand est-ce que ça se rétablit? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement de quoi il s'agit, à quoi je fais référence et ce que tu peux faire à ce sujet. Je l'ai découvert de la pire façon possible. Tu vois, j'ai été admis dans un hôpital où je suis arrivé avec une grave infection bactérienne au cœur. 48 heures après mon admission, on m'a fait une opération à cœur ouvert. Et ensuite, il m'a fallu plus d'un mois pour pouvoir rentrer chez moi. 4 semaines d'antibiotiques en intraveineuse, 3 fois par jour. Ce sont les bonnes mains des médecins et les antibiotiques qui me permettent d'être ici aujourd'hui, devant toi, à l'écran. Mais tu vois, c'est là que commence l'autre histoire, celle de cette vidéo. 10 jours après mon arrivée, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Et pas juste un peu, mais par poignées, d'un coup, sans prévenir. Personne ne me l'avait expliqué, aucun médecin ne me l'avait mentionné lors de ma sortie de l'hôpital. Et pourtant, cette chute de cheveux avait une cause biologique précise, documentée et prévisible. Quand j'ai commencé à chercher pourquoi cela m'arrivait, j'ai découvert quelque chose qui peut sembler évident, mais qui est bien plus important que l'explication de la chute de cheveux. La sortie médicale et la véritable guérison ne sont pas la même chose. Et il se trouve qu'en plus, les antibiotiques qui m'avaient sauvé la vie avaient laissé en moi une série de dommages que personne n'allait gérer à ma place. Et c'est de cela dont je vais te parler aujourd'hui. Parce que ce qui m'est arrivé avec une infection grave et des semaines d'antibiotiques en intraveineuse t'arrive aussi à plus petite échelle chaque fois que tu prends une boîte d'antibiotiques. La différence n'est qu'une question d'intensité, mais pas de mécanisme. Quand tu auras terminé cette vidéo, tu comprendras 4 choses qui arrivent à ton corps après avoir pris un antibiotique et qu'aucune analyse ne pourra détecter. Et tu auras un protocole concret appuyé par des preuves scientifiques pour pouvoir agir en conséquence. Allons-y. Lorsque tu prends des antibiotiques à large spectre, comme je te le disais, 4 fronts différents s'ouvrent à l'intérieur de ton corps. Et les 4 restent ouverts lorsque tu termines le traitement, même si tu ne le sais pas, même si tu ne le ressens pas, et même si les analyses te disent que tout va bien. Je vais te les présenter. Le premier, ce sont les mitochondries. Pense à la dernière fois où tu as eu une coupure de courant chez toi. Pas une de celles qui dure 10 secondes, non, non, une vraie coupure de courant qui dure des heures. Au début, tu te débrouilles. Si c'est la nuit, tu utilises ton téléphone comme lampe de poche, tu ouvres le frigo juste un minimum, tu t'adaptes. Mais si la coupure de courant se prolonge, le frigo commence à ne plus marcher, l'eau chaude disparaît et toute la maison commence à fonctionner au ralenti. C'est exactement ce qui arrive à tes mitochondries lors d'une infection grave ou d'un traitement antibiotique intense. Les mitochondries sont les centrales électriques de tes cellules. Elles produisent l'énergie dont tu as besoin pour tout. Pour penser, pour bouger, pour cicatriser, pour que le cœur batte avec la force nécessaire. Pour tout. Et il faut savoir que les antibiotiques à large spectre, qui sont pourtant souvent absolument indispensables pour vous sauver la vie, entraînent un effet secondaire majeur que presque aucun médecin ne prend le temps de mentionner. Ils finissent par endommager de manière directe et profonde vos précieuses mitochondries. Et ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que les antibiotiques ne font pas la différence entre les bactéries qui te tuent et celles qui t'aident et qui vivent dans tes mitochondries depuis des millions d'années. Ils les tuent toutes. Et ce n'est pas quelque chose que j'invente.
En 2013, une étude du MIT a publié dans Science Translational Medicine quelque chose que peu de médecins connaissent et que presque aucun ne mentionne à ses patients. Des doses cliniquement pertinentes d'antibiotiques bactéricides, qui sont les mêmes que celles utilisées dans les hôpitaux du monde entier, provoquent une dysfonction mitochondriale et une surproduction de radicaux libres dans les cellules humaines. Et pas avec des doses expérimentales, avec les doses qu'on administre dans la perfusion. Les chercheurs l'ont documenté avec 3 familles différentes d'antibiotiques, les quinolones, les aminosides et les bêta-lactamines. Les 3, et l'article a été signé par Samir Kalgashi. Et quel est le résultat? Des cellules qui perdent progressivement et silencieusement leur capacité à produire de l'énergie. Et cela explique quelque chose que des millions de personnes décrivent après un traitement antibiotique. Une fatigue qui ne correspond pas à ce qu'elles devraient ressentir ni à ce qu'elles voient dans le miroir et que le médecin ne retrouve pas dans les analyses. Et que beaucoup finissent par attribuer à l'âge ou au stress. Eh bien maintenant, tu sais ce que c'est et d'où ça vient. Le deuxième, c'est le stress oxydatif. Lorsque le système immunitaire combat une infection, il produit des radicaux libres. Et un radical libre est une molécule à laquelle il manque un électron. Et une molécule à laquelle il manque un électron ne fait qu'une seule chose. Elle le vole à la molécule voisine, qui à son tour le vole à la suivante. Et cela produit une réaction en chaîne qui endommage les tissus, les membranes cellulaires et l'ADN. Imagine des soldats lançant des grenades à l'ennemi. C'est efficace, mais les grenades ne font pas la différence entre l'ennemi et le mobilier du salon, car lors d'une infection prolongée, cette production dépasse largement la capacité du corps à les neutraliser. Et le corps possède son propre système de défense contre cela. Et le principal antioxydant endogène, c'est-à-dire celui que fabrique ton propre corps, s'appelle le glutathion. Mais après des semaines d'infection intense, le glutathion s'épuise. Il se retrouve à sec. C'est comme un extincteur qui a éteint un incendie et que personne ne recharge ensuite. Rajagopal Sekar et son équipe du Baylor College of Medicine à Houston ont mesuré les niveaux de glutathion chez 60 patients hospitalisés pour une infection grave. Les résultats ont été: on observe un état de déficit extrêmement sévère dans l'ensemble des cas, lequel s'accompagne également de dommages oxydatifs systémiques, qui sont clairement documentés et identifiés au sein du sang. Pas chez un ou 2 patients, chez tous. Et les auteurs ont conclu que cet épuisement constitue un mécanisme central dans la détérioration de la santé, qui suit une infection grave. En d'autres termes, cela signifie que ce n'est pas que tu te sentes mal parce que tu ferais preuve de faiblesse physique. C'est plutôt que ton système de défense antioxydant se trouve actuellement totalement épuisé. Et sans lui, l'inflammation ne se résout pas, les cellules ne se réparent pas et les dommages oxydatifs continuent d'agir même si l'infection a déjà disparu. Intéressant, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Voici maintenant le troisième front, toi-même, microbiome détruit. L'intestin humain abrite environ 3,8 billions de micro-organismes, B. Il s'agit d'un écosystème complet, plus complexe qu'une forêt tropicale humide qui régule tout de votre système immunitaire à votre humeur. Et à ce propos, il est important de savoir que les antibiotiques à large spectre ne sont pas des armes de précision. Comme je le disais, ce sont de véritables boulets de démolition. Ils éliminent les bactéries pathogènes et tout le reste. Toi. Imaginez un jardin où, pendant des années, vous avez cultivé des fleurs, des arbres fruitiers, des herbes aromatiques et des insectes bénéfiques. Un écosystème entier en équilibre. Et puis soudain, sans prévenir, quelqu'un arrive
et, dans le but d'éliminer un petit parasite gênant, décide de pulvériser l'intégralité du jardin. Le parasite finit par disparaître complètement, mais malheureusement, le jardin tout entier se retrouve totalement dévasté. Eh bien, c'est ce qui arrive à ton microbiome après un traitement antibiotique. Mais les conséquences ne sont pas seulement digestives. En fait, 70% des cellules immunitaires du corps vivent dans l'intestin. La paroi intestinale abrite la plus grande concentration de tissu immunitaire de l'organisme. Et ce tissu a besoin d'un microbiome équilibré pour bien fonctionner. Sans lui, la réponse immunitaire devient maladroite, lente et sujette à réagir de façon disproportionnée ou insuffisante. Cela signifie aussi que tu auras une inflammation de bas grade qui s'installe et ne disparaît pas. Parce qu'un microbiome sain produit des molécules qui activent la phase de résolution de l'inflammation. Sans ces bactéries, l'inflammation ne reçoit pas le signal d'arrêt et, par conséquent, ne s'arrête pas. Et ce n'est pas que le corps combatte quelque chose, c'est qu'il ne sait pas qu'il peut arrêter de combattre. Cela signifie aussi que l'absorption des nutriments est compromise, car un intestin endommagé n'extrait pas correctement les nutriments de ce que tu manges. Et cela a une conséquence directe. Les compléments que tu prends pour te rétablir n'arriveront qu'à moitié. Mais ce n'est pas tout ce qui t'arrive. Il y a une chose de plus que personne n'associe généralement aux antibiotiques. Des troubles de l'humeur. L'intestin fabrique environ 90% de la sérotonine du corps. Ce n'est pas le cerveau qui la produit, c'est l'intestin. Et lorsque l'écosystème intestinal est détruit, cette production se dérègle. Par conséquent, ce n'est pas que tu sois triste parce que tu es malade. C'est que ton intestin a temporairement perdu la capacité de fabriquer la molécule qui régule l'humeur, le sommeil et la sensation de bien-être. Et pour finir, il faut savoir qu'un microbiome totalement détruit ne fait absolument pas mal, ne provoque aucune poussée de fièvre et n'apparaît malheureusement dans aucune analyse de sang de routine classique. C'est un phénomène invisible lors des examens médicaux standards. Et maintenant, tu vas voir, il est fort probable qu'un médecin responsable, après un traitement antibiotique, t'ait prescrit de prendre des probiotiques et t'en ait recommandé un. Eh bien, il se trouve qu'en 2018, une équipe de l'Institut Weizmann en Israël a publié dans la revue Cell quelque chose qui a changé la façon de comprendre ce problème. Ils ont comparé 3 groupes après un traitement antibiotique. Ceux qui prenaient des probiotiques standards, ceux qui ne prenaient rien, et ceux qui subissaient une transplantation de leur propre microbiome d'avant l'antibiotique. Et ils ont obtenu un résultat inattendu. Le groupe qui a pris des probiotiques a mis plus de temps à retrouver son microbiome natif que le groupe qui n'a rien pris. Pourquoi ? Les souches du complément colonisaient temporairement l'intestin et empêchaient les bactéries natives de reprendre leur place. Et le troisième groupe, celui de la transplantation de leur propre microbiome, a été celui qui a récupéré le mieux et le plus rapidement. Ils ont congelé un échantillon de sel avant de commencer le traitement antibiotique et l'ont réintroduit ensuite. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le microbiome a reconnu ses propres bactéries et les a réintégrées efficacement. Et cela, aussi étrange que cela puisse te paraître, est une alternative qui existe aujourd'hui, même si elle n'est pas proposée de manière standardisée. Et cette même année, Albert Palleja et son équipe de l'Université de Copenhague ont publié dans Nature Microbiology quelque chose d'encore plus révélateur. Ils ont suivi 12 adultes en bonne santé pendant 6 mois après un traitement antibiotique. Et au bout d'1 mois et demi, leur microbiome semblait rétabli. Mais après 6 mois, ils ont découvert que 9 espèces bactériennes communes restaient indétectables. Les bifidobacterium qui régulent l'inflammation intestinale et produisent des vitamines du groupe B. Et les producteurs de butyrate, qui sont le carburant préféré des cellules du côlon et qui protègent la barrière intestinale.
Lorsque ces bactéries disparaissent, la barrière s'affaiblit et ce qui devrait rester à l'intérieur du tube digestif commence à s'infiltrer dans la circulation sanguine. Notre système immunitaire identifie la menace et il déclenche alors une réponse sous forme d'une inflammation systémique qui ne se limite plus à un simple foyer local. C'est tout le corps qui devient le théâtre de cette réaction. Bien que le microbiome puisse sembler s'être totalement rétabli et que les analyses médicales approfondies puissent indiquer que tout va bien, et pourtant, le jardin intérieur compte 9 espèces de bactéries essentielles qui sont désormais absentes, ce que personne ne remarquera vraiment jusqu'à ce que les conséquences néfastes n'apparaissent que de nombreux mois ou même plusieurs années plus tard. Et maintenant, nous sommes arrivés au quatrième, l'endothélium, et c'est le moins connu et probablement le plus important à long terme. L'endothélium est le revêtement intérieur de tous tes vaisseaux sanguins. C'est une couche de cellules si fine que, si tu l'étendais, elle couvrirait la surface de plusieurs terrains de football, et c'est bien plus qu'un simple tuyau passif. Il régule l'inflammation, contrôle la pression, gère le passage des nutriments vers les tissus et produit des molécules qui maintiennent le sang en circulation sans caillots. Une infection grave soumet l'endothélium à un stress inflammatoire intense. Un endothélium endommagé ne se régule pas correctement, ce qui entraîne une inflammation accrue et un vieillissement prématuré des vaisseaux. Voilà pourquoi. Mais attendez, voilà pourquoi pas. Mais il y a plus encore. Un phénomène que la science vient de documenter et qui change notre compréhension de ce qui arrive à l'endothélium après une infection. Ramon Bossardi-Ramos et Catherine McNamara, du Albany Medical College de New York, ont publié en 2025, dans l'American Journal of Psychology, la découverte d'un mécanisme inédit que personne n'avait encore jamais documenté jusqu'ici. Il s'avère que les cellules endothéliales conservent une mémoire inflammatoire. Une infection grave reprogramme durablement leur ADN. Autrement dit, après l'infection, elles ne redeviennent pas exactement comme avant. Ces cellules endothéliales restent donc épigénétiquement préparées à réagir de façon très exagérée à tout nouveau stimulus inflammatoire qui pourrait survenir. En d'autres termes plus simples, cela signifie que l'endothélium apprend véritablement à s'enflammer de lui-même. Et cet apprentissage biologique néfaste persiste malheureusement bien longtemps après la disparition complète de l'infection initiale. Les chercheurs à l'origine de cette étude ont conclu que ce processus biologique complexe pourrait expliquer pourquoi les survivants d'infections graves présentent un risque significativement plus élevé d'infections secondaires et de dysfonctionnement vasculaire chronique, même lorsqu'ils semblent être totalement rétablis sur le plan clinique. Traduit à ta vie, tu peux avoir terminé l'antibiotique, avoir des analyses impeccables, te sentir bien et pourtant porter en toi une mèche allumée. Un système vasculaire qui a appris à s'enflammer et qui le fait désormais à la moindre excuse. Et non pas parce que tu es malade, mais parce que personne ne t'a aidé à effacer ce que l'infection a inscrit. Eh bien, voici les 4 fronts. Et comme je te le disais, aucun n'est visible dans une analyse standard. Aucun n'est couvert par un protocole standard de suivi après l'antibiotique et aucun d'eux n'est un problème mineur. C'est la nouvelle préoccupante. Quelle est la nouvelle rassurante? Eh bien, c'est que tu peux agir sur les 4, mais la première étape n'est pas de commencer à prendre des compléments. La première étape est de comprendre ce qu'il faut faire et dans quel ordre. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer exactement comment faire. Pour l'instant, tu sais déjà ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'était la première étape. Maintenant, parlons de ce que tu peux faire. Et ici, une chose. Ce que je vais te donner maintenant n'est pas un protocole que j'ai lu dans un livre, ni que m'a prescrit un médecin.
C'est quelque chose que j'ai moi-même construit après mon opération, pièce par pièce, en recherchant chaque élément et en cherchant les preuves derrière chaque décision. Et je te le raconte parce que je crois que comprendre le mécanisme change tout. Ce n'est pas la même chose de prendre quelque chose parce qu'on te l'a recommandé que de le prendre parce que tu comprends exactement ce dont tu as besoin et ce que cela va faire en toi. Mais avant de commencer, un avertissement. Ce que tu vas découvrir maintenant est un protocole étendu. Prends papier et stylo si ça t'intéresse, même si bon, je te le transmettrai dans un article dès que le site sera prêt. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que tu peux t'y inscrire pour recevoir les articles que j'écrirai. Mais commençons par le protocole. Je commence par la partie la plus anecdotique. Quand j'ai commencé avec ce qui fut le premier élément, l'IP, en quelques heures, j'ai commencé à ressentir une inflammation de la peau, aux poignets, aux épaules et aux genoux. Mauvais début, tu penseras, mais non. Tu vois, l'IP est un chélateur naturel, ce qui veut dire que c'est une molécule qui se lie aux métaux dans le sang et les entraîne hors du corps. Cette molécule est produite par l'organisme et se trouve dans les aliments riches en fibres, comme les céréales complètes ou les légumineuses. C'est comme un aimant qui attire la limaille de fer du sol. Utile. Mais si l'organisme n'est pas prêt à éliminer ce que l'agent chélateur mobilise, le métal est redistribué avant de quitter l'organisme. Et cela a des conséquences. Et dans mon cas, comme je lui administrais une dose supplémentaire, c'était en fait assez prévisible. L'agent chélateur a fait son travail, il a mobilisé les métaux, mais le corps a commencé à me dire qu'il n'était pas encore prêt à les éliminer. Je l'ai arrêté, j'ai attendu et je l'ai réintroduit plus lentement. Et je tiens à te le dire très sincèrement car c'est sans aucun doute l'avertissement le plus crucial et le plus important de tout ce qui va suivre dans cette vidéo. Il faut bien comprendre que chaque corps humain est totalement différent. Tu n'es absolument pas comme moi et inversement, je ne suis pas du tout comme toi. Si jamais tu décides d'explorer ne serait-ce qu'une petite partie de ce que je vais te raconter maintenant, je t'en prie, fais-le très prudemment, étape par étape, un par un. Teste, observe, et si quelque chose provoque une réaction chez toi, arrête. Et ce n'est pas parce que c'est dangereux, mais parce que ton corps te dit que l'ordre ou le rythme ne sont pas les bons pour toi à ce moment-là. Et une chose de plus, avant d'entrer dans le vif du sujet, rien de ce que tu vas découvrir ci-après n'est un médicament. Je ne te propose pas de chimie étrange. Ce sont des molécules que le corps reconnaît parce qu'il les a toujours connues, il les fabrique lui-même, il les a reçues par l'alimentation, il les a utilisées tout au long de son évolution. Et ce que je fais, c'est simplement les lui offrir en plus grande quantité à un moment où il en a le plus besoin. Rien de plus. Mais cette sécurité ne doit pas être compromise par la précipitation. Un par un, calmement, en écoutant. Et cela étant dit, passons au processus. D'abord, neutraliser les dommages actifs. Avant de reconstruire quoi que ce soit, avant d'ajouter quoi que ce soit au corps, il faut résoudre un problème urgent. Lors d'une infection grave ou d'une chirurgie avec une perte de sang importante, il est courant de recevoir du fer par voie intraveineuse pour compenser l'anémie. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'était nécessaire et cela m'a sauvé la vie. Mais le fer libre dans le sang, lorsqu'il dépasse un certain niveau, devient l'un des générateurs de radicaux libres les plus agressifs qui existent. Dans mon cas, la ferritine a dépassé 600, alors que la limite supérieure normale chez les hommes est d'environ 150. Les médecins m'ont sauvé avec du fer, mais ensuite j'ai dû me protéger du fer qu'ils m'avaient donné pour me sauver. Quel est cet outil? Hexaphosphate d'inositol, une molécule que le corps produit naturellement et qui possède une affinité extraordinaire pour le fer libre. Comme je l'ai expliqué, il s'y lie, le neutralise et facilite son élimination. Une étude publiée dans la revue Molécules en 2020 a confirmé ce mécanisme avec précision.
L'isoprotiolane a la propriété de se lier au fer libre circulant dans l'organisme, permettant ainsi de prévenir la génération de radicaux hydroxyles et d'inhiber le processus de la peroxydation lipidique. Pour le dire simplement, il neutralise le fer avant qu'il ne brûle tout. Issu de l'intérieur. Et l'IP n'est pas seulement un chélateur de fer, il possède également une activité antioxydante propre et un soutien documenté du système immunitaire. C'était donc la première pièce. Avant de reconstruire, il faut neutraliser ce qui cause des dommages actifs. Il se prend à jeun 2 heures avant le petit déjeuner, afin de ne pas entrer en compétition avec les minéraux de l'alimentation. Et c'est celui-ci qui m'a provoqué la réaction dont je t'ai parlé il y a un instant. Le chélateur a mobilisé des métaux que le corps n'était pas prêt à éliminer. Bien, je l'ai arrêté et c'est tout. Deuxième étape, redonner de l'énergie aux mitochondries. 60 jours après être sorti de l'hôpital, j'ai fait une prise de sang. La ferritine était passée de 600 à 250, encore au-dessus de la plage optimale, mais la tendance était claire. Par conséquent, le fer était préoccupant, mais pas alarmant. Le premier front était en train de céder. Juste après vient l'énergie. Et c'est ici que beaucoup de gens se perdent après une infection grave. Ils se sentent raisonnablement bien extérieurement, mais ils n'ont pas de force. Ils ne savent pas d'où vient la fatigue. Ils se lèvent fatigués, en milieu d'après-midi, ils s'éteignent et ne comprennent pas pourquoi. Eh bien, la réponse se trouve dans les mitochondries. Et ce sont précisément ces toutes mêmes petites centrales électriques vitales que le traitement antibiotique a malheureusement endommagées et qu'il est désormais absolument nécessaire de restaurer entièrement. Il existe 2 molécules dont l'efficacité est scientifiquement prouvée, qui agissent de manière différente mais aussi complémentaire. Elles sont comme 2 ouvriers avec des outils différents travaillant sur le même bâtiment. La première est l'ubiquinol et son rôle principal est de transporter les électrons à l'intérieur de la mitochondrie. Imagine une chaîne de montage où il y a un ouvrier dont la seule fonction est de passer les pièces d'une station à la suivante. Si cet ouvrier manque, la chaîne s'arrête. Et ce n'est pas parce que les machines sont en panne, mais parce que le flux est interrompu. L'ubiquinol, c'est cet ouvrier qui maintient la chaîne en fonctionnement. Sans lui, la mitochondrie ne peut pas transformer le carburant en énergie utilisable. Et cela, même si tout le reste fonctionne. Le nom générique de cette molécule est coenzyme Q. Tu peux la trouver sous 2 formes, l'ubiquinone, qui est la forme oxydée, et l'ubiquinol, qui est la forme réduite. L'ubiquinone est celle que l'on trouve dans la plupart des compléments en pharmacie. Mais pour que le corps puisse l'utiliser, il doit d'abord la convertir, et ce processus nécessite de l'énergie et des enzymes. Et dans un corps qui vient de traverser une infection grave, avec des mitochondries endommagées et des ressources au maximum, cette conversion est lente et inefficace. Cependant, l'ubiquinol est déjà converti. Il commence à travailler directement sans étape préalable. La différence est évidente. C'est comme donner à quelqu'un d'épuisé les ingrédients pour cuisiner ou lui donner le plat déjà prêt. Et il faut aussi prendre en compte qu'à partir de 40 ans, le corps produit de moins en moins de coenzyme Q. Et ce n'est pas tout. Après une infection grave, les niveaux chutent encore plus. Ce qui veut dire que la centrale électrique, qui fonctionnait déjà en dessous de sa capacité, travaille maintenant encore plus lentement. Frederick Crane, le biochimiste qui a découvert la coenzyme Q en 1957, a consacré 4 décennies à étudier précisément ce qui se passe lorsque ces niveaux chutent. En 2001, il a publié une revue définitive dans le Journal of the American College of Nutrition et sa conclusion fut « Sans suffisamment d'ubiquinol,
la mitochondrie ne peut pas faire son travail. Peu importe combien tu dors, peu importe combien tu manges, l'énergie n'arrive pas. Et c'est cela qui explique ta fatigue lorsque tu en as. Le second est le PQQ, la pyrroloquinoline quinone. Mais tu n'as pas besoin de retenir ce nom. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il fait quelque chose de complètement différent de l'ubiquinol. L'ubiquinol améliore les mitochondries que tu as déjà. Le PQQ, en revanche, crée de nouvelles mitochondries. C'est-à-dire, il ne répare pas, il construit et il le fait à partir de zéro. C'est la différence entre rénover un vieux bâtiment et en construire un nouveau sur le terrain d'à côté. En 2020, Patrick Wang et son équipe ont publié dans le Journal of the American College of Nutrition une étude avec des personnes prenant 20 mg de PQQ par jour pendant 8 semaines. Le résultat a été une augmentation mesurable et documentée des marqueurs de biogenèse mitochondriale dans le sang et une réelle amélioration de la capacité du corps à utiliser l'oxygène. Les marqueurs de biogenèse mitochondriale sont les signaux moléculaires que le corps active lorsqu'il fabrique de nouvelles mitochondries. Quand ces marqueurs augmentent, le corps est en train de construire. Et maintenant, tu vas voir. Auparavant, en 2013, l'équipe de Robert Rucker à l'Université de Californie, Davis, avait publié dans le Journal of Nutritional Biochemistry la première étude reliant les effets du PQQ chez les animaux à des effets équivalents chez l'homme et avait démontré une réduction de l'inflammation ainsi que des changements métaboliques cohérents avec une meilleure fonction mitochondriale. Comme tu as pu le constater, je viens de te parler d'équipes différentes publiant dans des revues différentes et obtenant le même résultat. Et souviens-toi, rien de tout cela que je viens de te dire ne se reflète dans tes analyses. Troisièmement, neutraliser le stress oxydatif. Tu sais déjà ce qui est arrivé au glutathion. Je viens de te l'expliquer. Il est à plat. Et la question maintenant est comment le recharger? Et c'est ici que presque tout le monde commet la première erreur. Ils prennent du glutathion directement en gélule et il se trouve que cela ne fonctionne pas. La molécule est trop grosse et elle se dégrade dans le tractus digestif avant d'arriver là où elle doit aller. C'est comme essayer de livrer un colis fragile sans emballage. Il arrive cassé. La solution intelligente consiste à donner au corps les matériaux dont il a besoin pour qu'il le fabrique lui-même. Et quels sont ces matériaux? NAC, glycine, sélénium et vitamines du groupe B. Et leur donner, ce n'est pas se supplémenter de l'extérieur, c'est réactiver une usine interne qui est à l'arrêt ou presque à l'arrêt. L'étude de Shekhar a explicitement souligné que la stratégie la plus efficace n'est pas de supplémenter directement en glutathion, mais d'apporter les précurseurs dont le corps a besoin pour le synthétiser. Et ce n'est pas parce que c'est moins cher, mais parce que ça fonctionne mieux. Pense-y comme la différence entre acheter du pain à quelqu'un et lui donner de la farine, de la levure, de l'eau et du sel. Le pain acheté arrive à moitié parce que le livreur en mange la moitié. Et pourtant, le pain que tu fais toi-même avec de bons ingrédients est exactement ce dont ils ont besoin. Et en plus des précurseurs du glutathion, j'ai ajouté de la lécithine de tournesol. Tu sais déjà ce qu'est la membrane cellulaire et à quoi elle sert. Eh bien, la lécithine est la source la plus riche de phosphatidylcholine, qui est le phospholipide le plus abondant dans cette membrane. Lorsque les cellules ont été agressées pendant des semaines, leurs membranes restent endommagées. Et une cellule dont la membrane est détériorée n'absorbe pas bien les nutriments, n'élimine pas correctement les déchets et ne communique pas correctement. Et nous ne voulons pas d'une cellule malade.
La lécithine apporte exactement le matériau dont le corps a besoin pour reconstruire ses membranes de l'intérieur. Et ce n'est ni un antioxydant ni un chélateur. C'est un matériau de construction cellulaire pur. Et le corps le reconnaît parce qu'il l'a toujours utilisé. En quatrième lieu, il est essentiel de protéger ainsi que de régénérer le foie. En effet, le foie a dû énormément supporter pendant toute la durée de l'infection et du traitement. C'est l'organe qui filtre, qui détoxifie, qui traite les médicaments et qui gère les déchets issus du combat immunitaire. Après des semaines d'antibiotiques intensifs, ce dont il a besoin, c'est d'un soutien actif. Pense à cela comme au service de nettoyage d'un hôtel après une convention de 5000 personnes. Il a travaillé sans relâche et, lorsque l'hôtel retrouve son calme, personne ne le remercie. On s'attend simplement à ce qu'il continue de fonctionner. Eh bien, le corps fait la même chose avec le foie. La silimarine, extraite du chardon-marie, est le composé qui dispose du plus de preuves scientifiques pour la protection des cellules hépatiques. Et une revue systématique publiée en 2023 sur PubMed, suivant les directives PRISMA, a analysé 1707 articles publiés, dont 29 essais cliniques randomisés répondaient aux critères d'inclusion avec près de 4000 participants. Dans près des 2/3 des études, la silimarine avait réduit les marqueurs de lésions hépatiques dans le sang. Autrement dit, 3 décennies d'essais cliniques aboutissaient au même résultat. Mais la silimarine agit mieux lorsqu'elle est accompagnée. L'artichaut, d'une part, stimule la production de bile, qui est le véhicule utilisé par le foie pour éliminer les toxines. Et un essai clinique randomisé en double aveugle avec 60 patients a confirmé une amélioration des enzymes hépatiques par rapport au placebo. Et le curcuma, d'autre part, à forte concentration de curcuminoïdes, agit sur l'inflammation hépatique de l'intérieur. Un essai contrôlé de 12 mois a documenté une amélioration de la stéatose, qui est l'accumulation de graisse à l'intérieur des cellules du foie, ainsi que des marqueurs inflammatoires chez des patients présentant déjà des lésions hépatiques. D'autre part, il y a le pissenlit et l'hespéridine, qui soutiennent également, mais présentent un profil de preuve différent. Les études sur des modèles animaux avec ces éléments sont prometteuses et leur utilisation traditionnelle comme drainants hépatiques est bien documentée historiquement. Mais les essais cliniques chez l'humain restent encore insuffisants. Je les inclus parce que le mécanisme est cohérent et que le risque est minime. Mais je te le dis clairement, ici, la science est encore en train de construire son dossier. Par conséquent, ce sont des actifs avec 5 mécanismes distincts et tous ciblent le même organe sous des angles différents. Ils ne se chevauchent pas et se complètent. Avec cela, nous arrivons au 5e point, reconstruire le microbiome. Le jardin dévasté. Et c'est un point clé. La médecine conventionnelle n'a pas de protocole standard pour la reconstruction du microbiome après un traitement antibiotique. Et si tu demandes à ton médecin, au mieux, il te recommandera un probiotique générique de pharmacie. Mais tu sais déjà ce que dit la science à ce sujet. La reconstruction réelle nécessite une stratégie et du temps. Le kéfir artisanal apporte des lactobacilles vivants, en une telle quantité et une telle diversité, qu'absolument aucun supplément vendu en gélule ne peut espérer l'égaler aujourd'hui. La choucroute élargit cette diversité avec des souches différentes que le kéfir ne possède pas. Et ce sont les 2 piliers parmi les aliments fermentés, et ils t'apportent une diversité microbienne vivante, directe et sans intermédiaire. De plus, j'ai incorporé des oméga 3
qui nourrissent la muqueuse intestinale et réduisent l'inflammation de la paroi endommagée par l'antibiotique. Et il y a une chose qui est fondamentale: sans une muqueuse saine, les bactéries que tu parviens à faire revenir n'ont nulle part où s'installer. L'étape suivante, une fois que tu as renouvelé et récupéré les bases, ce sont les prébiotiques. Tu te souviens du jardin dévasté? Eh bien, il se trouve que tu peux le ressemer. Mais ici s'applique un principe que tout jardinier connaît. Sans terre fertile, les graines ne prennent pas. Et les prébiotiques, c'est cette terre. Ce ne sont pas les bactéries. C'est la nourriture des bactéries, la fibre qui les nourrit, qui les maintient en vie et qui leur permet de faire quelque chose que très peu de gens savent qu'elles font: fabriquer. Les bactéries du côlon, lorsqu'elles fermentent les fibres, produisent un acide gras appelé butyrate. Et tu ne le connais pas parce que personne ne te l'a expliqué, mais ton intestin le connaît parfaitement. C'est l'acide gras à chaîne courte que les bactéries du côlon produisent lorsqu'elles fermentent cette fibre. Et c'est leur carburant préféré. Les cellules qui tapissent le côlon s'en nourrissent pour rester intactes, pour se sceller et pour empêcher que ce qui doit rester à l'intérieur ne s'infiltre là où il ne faut pas. Lorsque ces bactéries productrices de butyrate disparaissent, et ce sont exactement celles que l'étude de Pallegia a montrées comme étant toujours absentes 6 mois après l'antibiotique, le côlon commence à perdre son intégrité, agissant discrètement depuis l'intérieur de votre corps, en silence, sans la moindre douleur, sans aucune fièvre, et sans qu'il ne puisse être détecté par aucune analyse médicale classique. L'utilisation des prébiotiques constitue la solution idéale et le moyen le plus efficace de les faire revenir durablement. Et il existe 2 grandes familles. La première, l'inuline et les fructo-oligosaccharides, se trouvent dans l'ail, le poireau, la banane verte et l'avoine. Et la seconde, l'amidon résistant, qui est l'un des prébiotiques les plus puissants qui existent et qui se forme naturellement, par exemple, lorsque vous faites cuire des pommes de terre ou du riz et que vous les laissez refroidir pendant 12 heures. Et ce n'est pas un complément, c'est de la chimie de base que tu crées dans ton réfrigérateur, car en refroidissant, l'amidon change de structure et arrive ainsi intact jusqu'au côlon, où les bactéries le fermentent et produisent exactement ce butyrate dont les cellules intestinales ont besoin. Regarde comme c'est simple et efficace. De plus, il y a le jeûne de 12 heures, qui n'est pas une mode, c'est de la pure physiologie. Il se trouve que l'intestin possède son propre système de nettoyage interne, appelé le complexe moteur migrant ou CMM, et il ne s'active qu'en l'absence totale de nourriture. Ce sont des ondes de contraction qui parcourent l'intestin grêle toutes les 90 minutes pendant le jeûne, balayant les résidus et les bactéries mal placées. C'est comme une brigade de nettoyage, mais qui ne travaille que lorsque le local est fermé et chaque fois que tu manges, tu interromps le cycle. La relation entre le complexe moteur migrant et le microbiote est double. Le CMM contrôle où s'installent les bactéries et les bactéries influencent le fonctionnement du CMM. Lorsque le microbiote est détruit, le CMM fonctionne moins bien. Et quand le CMM fonctionne mal, les bactéries qui arrivent s'installent de façon chaotique. Le jeûne rompt ce cercle vicieux 12 ou 16 heures, car les études montrent qu'étendre le jeûne à 16 heures améliore encore davantage la diversité du microbiote. Mais 12 heures est le minimum fonctionnel pour compléter plusieurs cycles de nettoyage. Commence par là. 6e point, contrôler l'inflammation endothéliale. Tu sais déjà que l'endothélium garde une mémoire inflammatoire. La question est de savoir si ce processus peut être inversé. Et la réponse à cela est un oui catégorique. Mais cela nécessite impérativement l'usage d'outils très spécifiques.
Le premier est la quercétine, un bioflavonoïde présent dans plusieurs aliments avec des concentrations très différentes selon la source. La concentration la plus élevée par poids se trouve dans les câpres et on en trouve aussi dans des fruits et des légumes courants comme l'oignon. La rouge, qui dépasse largement l'oignon blanc, suivie par la pomme avec la peau, les myrtilles, le cale et le thé vert. Dans la pomme, pratiquement toute la quercétine se trouve dans la peau. Sans la peau, il n'y a pas de quercétine. Et sa fonction est d'abord de bloquer le signal moléculaire qui maintient active la mémoire inflammatoire de l'endothélium. Et deuxièmement, elle stabilise les cellules immunitaires qui libèrent de l'histamine. Et ces cellules, pour que tu puisses comprendre et situer cela correctement dans ta tête, sont responsables du fait que tu réagisses parfois de façon exagérée à des stimuli que tu tolérais auparavant sans problème. Une étude publiée dans Inflammation Research a documenté exactement ce mécanisme dans des cellules de mastocytes humains. Et il y a un problème, elle est mal absorbée. Sous sa forme standard, la majeure partie est dégradée dans le tractus digestif avant d'atteindre le sang. C'est comme essayer d'arroser un jardin avec un tuyau plein de trous. L'eau sort, mais n'arrive pas à destination. La solution ici est de l'associer à des phospholipides. Et les phospholipides sont les mêmes molécules qui composent les membranes de tes cellules. Le corps la reconnaît et lorsque la quercétine y est liée, les cellules l'acceptent beaucoup plus facilement. Cette forme s'appelle la quercétine phytosome et son absorption est de 3 à 4 fois supérieure à celle de la quercétine standard en poudre. Si tu veux la prendre en complément, c'est la seule forme qui ait du sens. Le deuxième outil est le sulforaphane. Et c'est un composé naturel que l'on trouve dans les légumes de la famille des crucifères, le brocoli, le chou-fleur et les choux de Bruxelles. Ce sont des aliments que tu as probablement chez toi ou que tu trouves sur n'importe quel marché. Mais il y a ici un piège dans lequel presque tout le monde tombe et je dois t'en parler avant que tu n'ailles acheter quoi que ce soit. Le sulforaphane n'existe pas en tant que tel dans le brocoli. Ce qui existe, c'est son précurseur, la glucoraphanine. Pour se transformer en sulforaphane actif, il a besoin d'une enzyme appelée myrosinase. Et cette enzyme se trouve aussi dans le brocoli, mais la chaleur la détruit. 10 minutes de cuisson à 70 degrés éliminent 95% de son activité. Par conséquent, le brocoli cuit ne produit pas de sulforaphane utile. La solution, ce sont les pousses. Les pousses de brocoli âgés de 3 à 5 jours concentrent entre 10 et 100 fois plus de glucoraphanine que le brocoli mature et se consomment cru, ce qui permet à la myrosinase de rester intacte. Jed Fagey et son équipe de la Johns Hopkins School of Medicine l'ont confirmé dans une étude publiée dans PLOS. Les pousses fraîches produisent entre 3 et 4 fois plus de sulforaphane biodisponible que les compléments standards sans myrosinase active. Si tu préfères le complément en gélule, choisis-en un qui contienne à la fois de la glucoraphanine et de la myrosinase active dans la même formule. Sans myrosinase, tu achètes le précurseur sans la clé qui l'active. Et si tu cuisines du brocoli, ajoute au moins une demi-cuillère à café de moutarde en poudre, car la moutarde contient de la myrosinase active et permet de récupérer une partie de la conversion détruite par la chaleur. Et que fait le sulforaphane une fois qu'il arrive dans l'organisme? Eh bien, il active la voie NRF, qui est l'interrupteur principal de la défense antioxydante cellulaire, et c'est celle qui a des preuves de pouvoir inverser la reprogrammation épigénétique que l'infection a laissée inscrite dans l'endothélium. Il ne s'agit pas seulement de l'atténuer, mais bel et bien de la réécrire entièrement. La quercétine agit immédiatement et le sulforaphane travaille sur le long terme. Les deux ciblent le même problème, mais sous des angles différents. Et maintenant, nous arrivons au 7e point. Combler les carences de base.
Et ici, ne sous-estime pas cette étape sous prétexte qu'elle arrive en dernier. Parce que ce qui vient maintenant n'est pas une touche décorative finale, c'est la base. Sans cela, aussi surprenant que cela puisse te paraître, même si je t'en parle à la fin, tout ce qui précède est construit sur du sable. Le magnésium intervient dans plus de 300 réactions biochimiques. C'est le minéral que le corps consomme en premier sous une pression extrême. Et lorsqu'il s'épuise, il n'apparaît dans aucune analyse. Et tu sais pourquoi? Eh bien, encore une fois, voici une surprise pour toi. Le corps le puise dans les os pour maintenir les niveaux sanguins dans la plage normale, pour toi et pour ton médecin. L'analyse vous dit que tout va bien, mais ce sont les os qui connaissent la vérité. Et toi, tu le ressens par une fatigue qui ne disparaît pas, des crampes nocturnes et la sensation que quelque chose ne va pas, même si les chiffres sont normaux. En second lieu, nous trouvons également la vitamine D3, qui est bien plus qu'une simple vitamine du soleil, car elle agit comme une véritable hormone vitale qui régule précisément plus de 2000 gènes directement liés au bon fonctionnement de votre système immunitaire. Sans elle, la réponse immunitaire est maladroite et l'inflammation ne se résout pas. Et elle est toujours accompagnée de la K2, qui est celle qui dirige le calcium vers les os et l'éloigne des artères. Elles forment un duo et les séparer est une erreur. En plus de ceci, il y a le zinc qui est un cofacteur de centaines d'enzymes. Il est indispensable pour cicatriser, pour synthétiser des protéines et pour que le système immunitaire fonctionne avec précision. Il y a un piège. Le zinc, à forte dose et consommé pendant une longue période, entre en compétition avec le cuivre pour l'absorption et le cuivre est tout aussi essentiel pour les globules rouges, le tissu conjonctif et le système nerveux. Et à ce sujet, il faut savoir que la proportion correcte est d'environ 10 parts de zinc pour une de cuivre. Merci. Cuivre. Par conséquent, prendre du zinc seul revient à renforcer un mur tout en affaiblissant celui qui est juste à côté. 20 mg de zinc. Ils doivent recevoir un supplément de 2 mg de cuivre. C'est ce que je fais. Et enfin, j'arrive à celui auquel vous vous attendez probablement le moins sur cette liste. Le cumin noir, qu'on appelle aussi Nigella sativa, c'est une plante qui a fait l'objet de plus d'1 millier d'études publiées en Occident. Presque personne ne la connaît et en Orient, elle est utilisée comme médecine depuis 2000 ans. En 2016, une équipe de chercheurs iraniens a publié dans la revue Avicenna Journal of Phytomedicine un essai clinique randomisé en double aveugle avec 42 patients. Randomisé signifie que les groupes sont attribués par tirage au sort. Et en double aveugle, cela veut dire que ni le médecin ni le patient ne savent qui prend le produit réel et qui prend le placebo. Ce qu'ils mesurent donc, c'est l'effet réel de la molécule et non le pouvoir de l'esprit. La moitié a pris de l'huile de Nigella sativa pendant 8 semaines. L'autre moitié a pris un placebo. Identique. Et le groupe du cumin noir a montré une augmentation significative de l'interleukine 10, qui est le signal chimique que le corps envoie pour indiquer à l'inflammation qu'elle a rempli sa fonction et qu'elle peut s'arrêter. C'est comme le chef de chantier qui sort à la fin de la journée et dit « Bon travail, rangez les outils et rentrez chez vous ». Sans ce signal, les ouvriers continuent de travailler même s'il n'y a plus rien à construire. Et tu verras, cela a également entraîné une réduction documentée des marqueurs de dommages oxydatifs dans le sang. Si tu l'utilises, cherche de l'huile pressée à froid. C'est celle que j'utilise, parce que la chaleur la dégrade. La thymoquinone, qui en est le principal responsable. Des effets documentés, et sa couleur doit être foncée, son odeur intense. Le goût est amer et légèrement piquant. Si ça ne sent rien, ça ne vaut rien. Et ceci n'est pas une tradition orientale. C'est de la science avec 2000 ans d'avance.
Eh bien, tu as maintenant le tableau complet. Ce ne sont pas 14 choses aléatoires, ce sont 3 groupes avec une fonction claire. Le premier groupe répare la structure IP6, ubiquinol, PQQ, les propulseurs du glutathion et la lécithine. Tous visent à neutraliser les dommages et à restaurer la capacité énergétique et structurelle de chaque cellule. Le deuxième groupe contrôle l'inflammation. Quercétine, sulforaphane, le complexe hépatique, l'oméga 3 et le cumin noir. Et chacun agit selon un mécanisme différent, mais tous visent le même objectif. Et le troisième groupe constitue la base: magnésium, zinc, cuivre et vitamine D3 et K2. Sans eux, comme je te l'ai déjà dit, tout le reste revient à construire sur du sable. Mais il me reste encore une chose: analyser avec toi l'ordre dans le temps, parce que le protocole ne s'introduit pas tout d'un coup. Les phases sont importantes. Au cours des premières semaines à la maison, d'abord l'IP6 pour neutraliser les dommages actifs. Deuxièmement, le soutien hépatique, car le foie a besoin d'être soutenu avant de traiter quoi que ce soit d'autre. Troisièmement, le soutien mitochondrial, ubiquinol et PQQ, et, en parallèle, corriger les carences. Base: D3, K2, zinc avec son cuivre et magnésium. Durant le premier mois, le glutathion et ses précurseurs. Pas avant, car pendant les premières semaines, le système est trop occupé par d'autres urgences. Et la reconstruction du microbiote. Sérieusement. Kéfir, choucroute, oméga 3, prébiotiques et, quand tu peux, le jeûne. À partir du deuxième mois, l'activité physique avec une réelle intensité. Et c'est là que les piliers cessent d'être la survie pour devenir la construction. Parce que la récupération n'est pas une ligne droite vers le haut. C'est une trajectoire qui aura ses courbes, mais qui, vue d'assez loin, doit pointer dans la bonne direction. Tu vois, dans mon cas, il y a eu des jours où je ne voyais aucun progrès. Et, en fait, il y a eu quelques jours où j'ai dû m'arrêter parce que mon corps se plaignait. Il y a aussi eu des jours où la fatigue revenait sans raison apparente. Et ces jours-là existent dans toute récupération sérieuse. Ce ne sont pas un signe que quelque chose va mal, c'est un signe que le corps réorganise des ressources à un niveau qui n'est pas encore visible de l'extérieur. Et là-dessus, la clé n'est pas de ne pas avoir de mauvais jours, la clé est de savoir les interpréter. Et avec cela, j'ai terminé et tu connais le protocole que je suis. Une dernière chose avant de continuer. Il y a peu, un médecin m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Nous en avons assez dans les hôpitaux, m'a-t-il dit, de recevoir des personnes qui s'auto-diagnostiquent et à qui nous devons même parfois amputer un organe pour leur sauver la vie. Il avait raison et je suis content qu'il me l'ait dit, mais ce que je t'ai décrit ici, ce ne sont pas des médicaments, ce ne sont pas des produits chimiques de synthèse, ce sont des molécules que le corps connaît déjà et que, dans de nombreux cas, il fabrique lui-même. Le ubiquinol se trouve dans chaque cellule de ton corps, le glutathion est fabriqué par ton foie, le magnésium se trouve dans l'eau et dans les légumes, le zinc est présent dans la viande et les fruits secs. La PQQ se trouve dans le kiwi et dans le persil. Une automédication irresponsable, c'est prendre des antibiotiques sans ordonnance ou interrompre un traitement prescrit ou te diagnostiquer toi-même une maladie grave. Ceci est autre chose. Ce dont je t'ai parlé aujourd'hui, c'est de la récupération active avec des outils que le corps reconnaît, avec discernement et un suivi médical parallèle. C'est avoir la responsabilité de comprendre ce que tu prends et pourquoi. Et je t'invite à le découvrir. Et une chose de plus. Presque tout ce que tu viens d'entendre se trouve dans un flacon, une capsule ou un flacon d'huile. Mais il y a quelque chose qui ne se trouve dans aucun flacon. Et sans cela, tout ce qui précède ne fonctionne qu'à moitié ou ne fonctionne pas. Sur cette chaîne,
cela fait un moment que je te parle de 5 interventions qui ne sont ni des compléments, ni des médicaments et qui ne coûtent rien. Et aujourd'hui, je veux te raconter quelque chose que je ne t'ai peut-être jamais expliqué avec autant de clarté. Lors d'une récupération, après une infection ou après un traitement antibiotique, ces 5 interventions ne sont pas optionnelles. Ce ne sont pas un complément. Elles sont le terrain sur lequel tout le reste repose. Tu peux fertiliser la terre autant que tu veux, mais si la terre est sèche, compacte et sans lumière, rien ne pousse. Et dans cette perspective plus globale, les compléments sont l'engrais et les piliers sont la terre. Le premier, c'est la lumière du soleil du matin. Quand j'étais hospitalisé, je sortais sur la terrasse de l'hôpital dès que je le pouvais. Les infirmières me regardaient avec un mélange de tendresse et de scepticisme et me disaient « Pourquoi tu sors alors qu'il fait froid ?» Eh bien, pour dire à mon corps qu'il est toujours en vie et que la journée a commencé. Et ne crois pas qu'elle me comprenait très bien. La lumière du soleil tôt le matin a un effet direct sur le système circadien. Elle indique à l'organisme quelle heure est-il. Et un corps qui sait quelle heure il est biologiquement est un corps qui peut organiser ses processus de réparation au bon moment. La cicatrisation, la synthèse des protéines, la régulation du cortisol, la production de mélatonine la nuit, et tout dépend du bon réglage de ton horloge biologique. Un corps hospitalisé décède. Cette horloge est facilement soumise à une lumière artificielle constante, à des horaires modifiés et à un stress permanent. Aller sur cette terrasse chaque matin, c'était littéralement comme remettre les compteurs à zéro. La deuxième est la mise à la terre. Et je sais ce que vous pensez, que cela semble. Ce que pourrait dire une personne avec des fleurs dans les cheveux et des cristaux dans les poches, une sorte de hippie. Eh bien non. Écoutez-moi un instant. La Terre possède une charge électrique négative constante. Votre corps enflammé et saturé de radicaux libres présente un excès de charge positive. Lorsque vous posez vos pieds nus sur l'herbe, sur le sable, sur la terre naturelle, un échange d'électrons se produit. Les électrons libres provenant de la Terre pénètrent dans votre corps et neutralisent les radicaux libres, tout comme le ferait un antioxydant. En 2012, Chevalier, Sinatra et Oshman ont publié dans le Journal of Environmental and Public Health une revue de toutes les études disponibles sur l'earthing. Leur conclusion fut que le contact direct avec la Terre normalise le profil de cortisol tout au long de la journée, réduit la douleur et améliore la qualité du sommeil de manière documentée. Et un an auparavant, Gali et Teplitz avaient publié dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine une étude mesurant les niveaux de cortisol avant et après avoir dormi en étant reliés à la Terre. Le résultat a été une normalisation du rythme circadien du cortisol chez les sujets connectés. Le groupe témoin n'a montré aucun changement. Et en 2015, une revue publiée dans le Journal of Inflammation Research a documenté le mécanisme avec plus de précision. En effet, les électrons libres absorbés par le contact direct avec la Terre agissent véritablement comme de puissants antioxydants naturels, permettant ainsi de réduire l'inflammation chronique directement à sa source même, bioélectrique. Donc ce dont je te parle, ne l'appelle pas alternatif, appelle-le biophysique. Et lorsque je suis rentré de l'hôpital et que j'ai posé mes pieds nus sur l'herbe, pour la première fois, quelque chose dans mon système nerveux s'est détendu d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Aussi simple que ça. Et aussi évident. Le troisième, c'est l'eau correctement minéralisée. À l'hôpital, on me demandait pourquoi je buvais de l'eau avec du sel vierge et du citron, et je l'expliquais, certains le notaient, mais je ne sais pas si cela a servi à quelque chose. J'espère que oui. L'eau seule hydrate peu. L'eau, avec les bons minéraux, hydrate au niveau cellulaire, et une cellule bien hydratée, merci, est une cellule avec du voltage, capable de faire son travail. Gerald Pollack, qui est un biophysicien de l'Université de Washington,
documente depuis des décennies quelque chose que la physiologie conventionnelle a mis du temps à accepter, que l'eau à l'intérieur des cellules ne se comporte pas comme l'eau d'un verre. Elle forme une quatrième phase, une structure ordonnée qui agit comme une batterie biologique, et il se trouve que cette batterie a besoin des bons minéraux pour se charger. L'hydratation n'est pas seulement une question de quantité de liquide, c'est aussi la qualité du liquide et la capacité de la cellule à l'utiliser. Quatrièmement, les bonnes graisses. Les antibiotiques ne détruisent pas seulement le microbiome, ils altèrent aussi les membranes cellulaires. Chaque cellule de ton corps est entourée d'une membrane composée en grande partie de lipides. Et cette membrane n'est pas seulement un mur. C'est une interface intelligente qui régule ce qui entre et ce qui sort, qui conduit les signaux électriques et permet la communication entre les cellules. C'est une membrane construite avec des graisses de qualité, c'est-à-dire des oméga 3. Des graisses saturées d'origine naturelle et des huiles non transformées. C'est une membrane qui fonctionne, flexible, conductrice et réceptive. Mais cependant, une membrane construite avec des huiles végétales raffinées, comme celles de tournesol, de maïs, de soja ou de colza, qui remplissent les rayons des supermarchés et qui se trouvent dans presque tout ce qui est emballé, devient une membrane rigide, enflammée, qui ne conduit pas bien l'électricité cellulaire et qui ne communique pas correctement. Tout ce que tu manges au quotidien construit littéralement et directement tes cellules. Chaque membrane que ton corps fabrique aujourd'hui est faite de ce que tu as mangé ces derniers mois. Et ce n'est pas une métaphore, c'est de la biochimie vérifiable. Le cinquième, le mouvement approprié. Et c'est celui qui a été le plus difficile pour moi et celui qui m'a le plus appris sur la différence entre écouter son corps et forcer. Je voulais bouger, j'avais besoin de bouger, mais pendant presque 3 mois, je n'ai pas osé faire plus que marcher, lentement, parce que le sternum a mis tout ce temps à bien se fixer, et tant que ce n'était pas le cas, je n'ai pas pris de risque. Quand j'ai enfin commencé à marcher vite, à travailler le bas du corps, à augmenter ma capacité pulmonaire, le corps a répondu avec une force à laquelle je ne m'attendais pas. Rapidement, avec envie, comme si j'avais attendu ce signal. Et le bas du corps est le plus grand réservoir de mitochondries du corps. Quand tu l'actives, avec une intensité suffisante, tu envoies un signal à tout l'organisme. Le danger est passé. Nous pouvons construire, et c'est un signal qu'aucun complément ne peut imiter, et expirer fortement en marchant. Cela a un autre effet que très peu de gens connaissent. C'est la principale voie par laquelle le corps élimine la graisse, pas la transpiration ni l'urine. Le CO2 que tu expires, c'est cela qui te fait éliminer la graisse. Et je l'explique dans une vidéo que j'ai publiée récemment. Marcher d'un bon pas et respirer avec intention, c'est littéralement brûler de la graisse tout en reconstruisant du muscle et des mitochondries en même temps. En conclusion, j'ai dû attendre 3 mois, mais chaque jour de cette attente en a valu la peine. Et maintenant, je dois m'arrêter un instant parce qu'il y a quelque chose que je ne vais pas pouvoir te justifier cela avec aucune recherche, scientifique ou article publié. Et pourtant, je suis convaincu que c'est aussi important que n'importe quelle autre partie du protocole, voire plus. Je parle d'avoir des objectifs clairs et en particulier d'avoir un sens de la mission. Pendant que j'étais hospitalisé, j'ai continué à publier, à réfléchir aux vidéos, à répondre aux messages. Et non pas parce que j'étais incapable de déconnecter, mais parce que j'avais besoin de continuer à être moi-même. J'avais besoin que la maladie ne me définisse pas. J'avais besoin d'une raison de me lever chaque matin autre que de ne pas mourir. Et ce n'est pas de la psychologie de développement personnel. Il y a de la biologie derrière tout ça. Quand tu as un but clair, quand tu sais chaque matin pourquoi tu te lèves, le système nerveux fonctionne différemment. Le cortisol se régule, en excès, il détruit les tissus, supprime le système immunitaire et épuise les mitochondries. La variabilité de la fréquence cardiaque s'améliore.
et c'est l'un des meilleurs indicateurs de la santé du système nerveux autonome. Le système parasympathique, qui est celui de la réparation et de la récupération, prend le dessus sur le sympathique, qui est celui de l'urgence permanente. En d'autres termes, un corps qui sent qu'il a des raisons de se rétablit mieux. Viktor Frankl l'a documenté dans les conditions les plus extrêmes qu'un être humain puisse imaginer. Il était un psychiatre autrichien qui a survécu à 4 camps de concentration nazis, dont Auschwitz. En chemin, il a perdu sa femme, ses parents et son frère. Et au milieu de cette horreur, il a observé quelque chose qui a tout changé à jamais. La psychologie occidentale. Les prisonniers qui survivaient. Merci. Le plus souvent, ce n'étaient pas forcément les plus forts, physiquement. C'étaient ceux qui avaient une raison, une personne qui les attendait dehors, un livre à terminer, une mission à accomplir. Et il l'a consigné dans son livre « Découvrir un sens à sa vie », publié en 1946, et il l'a résumé par une phrase empruntée à Nietzsche. Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Des décennies plus tard, une étude clinique menée sur des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus a mesuré quelque chose que Frankl n'a jamais pu mesurer. À Auschwitz, les niveaux de cortisol dans le sang. Le groupe ayant reçu la logothérapie, c'est-à-dire la thérapie basée sur le sens de la vie que Frankl a développée, a montré une réduction significative du cortisol par rapport au groupe témoin après 6 semaines. Autrement dit, avoir une mission, un sens ou un but ne change pas seulement. La façon dont tu te sens change ta chimie. Le corps, même dans les conditions les plus extrêmes, lutte davantage lorsqu'il a une raison de le faire. J'ai 6 enfants et je veux les voir grandir, se marier, avoir leurs propres enfants. Et ce n'est pas une abstraction, c'est une image concrète que le système nerveux comprend parfaitement. Et puis, il y a mon public, des personnes qui font confiance à ce que je publie et qui attendent la prochaine vidéo. Ce sont 2 encres, toutes 2 sont des missions très réelles et toutes 2 très nécessaires. Et les 2 m'aident à me reconstruire. Mais ce qui importe, ce n'est pas qu'elles soient les miennes, ce qui importe, c'est que tu aies les tiennes. Et je ne te dis pas cela pour que tu cherches un public, je te le dis pour que tu identifies ton encre, quelle qu'elle soit, mais qu'elle soit pour toi. Cela peut être une personne, un projet, un animal, un jardin, une promesse que tu t'es faite à toi-même à un moment où tout était incertain. Cherche-la. Ce dont le corps a besoin pour se rétablir, ce n'est pas seulement de la chimie ou des compléments, c'est aussi une direction, savoir où l'on va, sentir que l'effort de se rétablir sert à quelque chose de plus que simplement se lever le matin et être présent. Et avant de continuer, je veux que tu te poses une question. Si demain on te disait que tu as devant toi 3 mois de récupération difficile, quelle serait ton encre? Ne réfléchis pas trop. La première réponse qui te vient, c'est probablement la vraie. Et je vais terminer avec quelque chose qu'il me semble important de te dire. Cette vidéo n'est pas un protocole universel, c'est une recherche que j'ai faite pour moi-même et que j'ai décidé de partager avec toi. Elle est documentée, raisonnée et appuyée sur des preuves scientifiques. Mais ton corps a son histoire, il a ses propres contraintes et il a ses propres signaux. Ce que j'ai fait a fonctionné pour moi. Pour toi, cela peut donner des pistes précieuses, c'est le but, mais cela ne remplace pas l'avis de quelqu'un qui te connaît et t'examine. Consulte ton médecin. Et cela dit, il y a quelque chose sur laquelle je suis catégorique. La récupération active n'est pas optionnelle. Tu ne peux pas finir un cycle d'antibiotiques, sortir d'une infection grave ou d'une chirurgie majeure et simplement attendre que le temps arrange tout. J'ai rencontré des personnes qui attendent depuis des années, qui n'ont toujours pas retrouvé l'énergie d'avant et qui se sont habituées à fonctionner au ralenti, comme si cela faisait simplement partie du vieillissement. Et ce n'est pas vieillir, en aucun cas. C'est ne pas s'être rétabli. Et la différence entre les deux,
c'est que l'un n'a pas de solution et l'autre oui. Le temps sans direction ne guérit pas. Le temps avec les bons outils, oui. Et les outils existent, ils ne sont pas secrets. Ils ne sont pas chers et, comme je te l'ai expliqué, ils ne nécessitent pas d'ordonnance. Ils demandent quelque chose de plus difficile que tout cela, que tu décides d'être le protagoniste de ta propre récupération. Et dans tout cela, il existe une compétence essentielle que personne ne t'enseigne et qui peut transformer ta santé pour toujours. Apprendre à bien lire les signaux que ton corps t'envoie, avant qu'ils ne finissent par devenir une maladie. Le médecin te voit 15 minutes toutes les 6 semaines et toi, tu te vois chaque jour, à chaque heure. Et très peu de gens profitent de cet avantage. Tu peux être l'un d'eux. Mon signal, ça a été les cheveux. C'était visible, inattendu. Et complètement ignoré par le protocole médical. Personne ne me l'a expliqué, personne ne m'a dit quoi en faire, et c'est moi qui ai dû l'interpréter. Et cette interprétation a été le point de départ de tout ce que tu as vu dans cette vidéo. Apprends à écouter ces signaux avant que le corps n'ait à crier. Parce que quand le corps crie, c'est déjà plus difficile. Et il faut plus de temps pour revenir en arrière. Dans quelques mois, je reviendrai te raconter comment cette histoire a continué, avec des données, des analyses et la transparence habituelle. Et si d'ici là j'ai réussi ce pourquoi je travaille, je viendrai avec plus que des mots. Si cette vidéo t'a été utile, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Il y en a des millions. Des personnes qui ont terminé un traitement antibiotique ou qui se sont remises d'une infection grave et qui attendent que le temps arrange tout, sans savoir qu'elles peuvent faire bien plus. Apporte ta pierre à l'édifice pour les aider. On se retrouve dans la prochaine vidéo et comme je te le dis toujours en avant. Et je te lis dans les commentaires.